Donc je vais vous parler d'égalité des chances. C'est un terme que vous avez sans doute entendu parler d'égalité des chances, par exemple, l'égalité des chances pour une femme d'accéder à certains postes de direction. Je vais justement prendre l'exemple du monde politique où on calcule maintenant à chaque gouvernement quelle est la part des femmes qui est ministre, la part des femmes qui est députée ou sénateur à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il y a aussi des calculs équivalents qui sont menés pour savoir si des femmes occupent autant que les hommes un poste de PDG. Eh bien, quand on se pose cette question, quelle est la proportion de femmes qui devient un ministre, quelle est la proportion par rapport à la proportion d'hommes, eh bien, on se pose une question d'inégalité des chances. Alors, la première chose, c'est qu'on s'intéresse à un objectif, un résultat. Ici, c'est le fait de définir un résultat en termes de profession ou en termes de responsabilité. Donc, ça peut être en termes de résultats scolaires, ça peut être en termes de résultats dans le monde du travail, en termes de niveau de salaire, ça peut être en termes de niveau de revenu, ça peut être en termes de niveau de patrimoine. Donc, première chose, quand on s'intéresse à l'égalité des chances, c'est de s'intéresser à des résultats qui parsèment la vie des individus. La deuxième chose, c'est qu'on s'intéresse à des groupes, ou plutôt à des sous-groupes de population. Par exemple, les femmes et les hommes. Ça peut être suivant les ethnies. Des gens qui sont nés en France, des gens qui ne sont pas nés en France. Ça peut être selon le milieu familial. Ça peut être selon l'âge. Ça peut être selon la religion, etc. Et donc, on va regarder quelle est la proportion dans chaque sous-groupe qui atteint un résultat. Et donc, la troisième chose qui définit l'égalité des chances, c'est qu'on fait un calcul de fréquence, qui est le nombre de cas favorables par rapport au nombre de cas possibles. Ici, cas favorable d'être ministre par rapport au nombre de cas possibles, qui est l'ensemble des femmes dans la population française. Alors, pourquoi faire ce calcul? Eh bien, tout simplement parce que on peut penser que les femmes et les hommes sont également talentueux, ont également envie d'accéder à des postes prestigieux et des postes où ils vont pouvoir influencer le cours de leur pays. Et donc, il n'y a pas de raison objective pour que la proportion de femmes qui occupent un poste de responsabilité soit inférieure à la proportion d'hommes qui occupent un poste de responsabilité. Comme il y a autant d'hommes et de femmes dans la population, on doit normalement avoir l'objectif éthique, l'objectif en termes de justice, c'est un objectif de parité, autant de femmes que d'hommes dans un poste de responsabilité. Alors depuis, je crois, le gouvernement Hollande, eh bien, cet objectif de parité est atteint, mais il n'est pas atteint, je dirais, d'une manière totalement spontanée, de manière totalement naturelle, puisque ce sont les présidents successifs qui essaient de s'assurer qu'il y a une parité exacte entre hommes et femmes. Mais si on regarde par exemple l'Assemblée nationale ou le Sénat, l'objectif de parité n'est pas encore totalement atteint. Donc voilà un exemple concret d'égalité des chances, et on voit tout de suite que lorsqu'on parle d'égalité des chances, eh bien on n'est pas loin de parler de discrimination entre groupes sociaux ou entre groupes qui sont définis par certains critères, en particulier par le milieu d'origine ou quelque chose qui nous différencie. Eh bien, ces choses qui nous différencient, eh bien, l'idée, c'est que ça ne doit pas jouer sur le résultat. Et donc, ce résultat, il n'est pas simplement en termes d'accessibilité. Et effectivement, il n'y a aucune restriction pour les femmes d'occuper un poste de responsabilité. Ce n'est pas du tout interdit. Le problème, c'est que même si c'est accessible, l'étape suivante, c'est de se demander, oui, il n'y a pas d'évité d'accès, mais effectivement, est-ce que, en termes de réussite, la réussite est égale pour les hommes et pour les femmes? Et donc là, on voit qu'on franchit une étape supplémentaire qui est de calculer un taux de réussite pour chacun des sous-groupes. Donc voilà un peu, d'une manière un petit peu intuitive, présenter cette notion d'égalité des chances. En France, l'émergence d'une philosophie d'égalité des chances vient de la Révolution française et des prémices de la Révolution française. Par exemple, avec Beaumarchais, avec le succès de ces pièces de théâtre, qui dénoncent le fait que l'ascension sociale ne se fait pas au mérite, mais se fait à partir d'un critère de naissance.
Et la Révolution française va naître de ce sentiment d'injustice. Et si au fronton de nos mairies, nous avons liberté et égalité, derrière le mot d'égalité, en fait, c'est un concept d'égalité des chances, d'égalité suivant le mérite individuel, et qui ne repose plus sur aucune, disons, condition préétablie, comme par exemple un critère de naissance, le fait d'être noble ou pas. Donc, ce que va faire la Révolution française, c'est d'abolir les restrictions d'accès, par exemple aux charges publiques, par exemple au fait de devenir, de pouvoir représenter le peuple français, de pouvoir occuper n'importe quel poste. La Révolution française va poser les jalons d'une politique d'égalité des chances en abolissant toutes les restrictions d'accès dans différents domaines, en particulier dans le domaine économique, mais aussi en redistribuant partiellement les terres des nobles et du clergé, en établissement, disons, des grandes écoles et les bases également de l'enseignement primaire, même si évidemment la grande œuvre est l'œuvre de la Troisième République. Donc on peut dire que dans notre tradition historique, derrière le concept d'égalité des premiers républicains, c'est en fait le concept d'égalité des chances, même s'il n'est pas formulé de cette façon. Dans la tradition française, on retrouve également un deuxième moment où le terme d'égalité des chances va véritablement apparaître, c'est dans les années 60, avec les travaux des grands sociologues Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, qui est de Marseille, et les travaux de Raymond Boudon. Les deux premiers cités, Bourdieu et Passeron, vont étudier dans deux ouvrages fameux, Les héritiers et la reproduction sociale, eh bien, l'égalité des chances dans le domaine scolaire. C'est-à-dire qu'ils vont se demander si un fils d'ouvrier, si un fils de cadre ont les mêmes chances de réussir le bac, de faire des études supérieures, etc. Ce sont donc un calcul où, ici, l'objectif, c'est de réussir des études. On regarde des différents sous-groupes, et là qui sont reliés au milieu familial, donc les agriculteurs, les ouvriers, les employés, etc., ou les niveaux d'études des parents, par exemple. Est-ce que le parent est professeur? Est-ce que le parent a fait des études supérieures, etc. Et est-ce qu'il y a une reproduction sociale? Est-ce que le fait d'avoir des parents qui ont fait des études supérieures, est-ce que ça représente un avantage pour faire soi-même des études supérieures? Ça, ce sont des questions d'égalité des chances, et ils établissent les premières statistiques sur ce sujet en France, et qui donc vont populariser la notion d'égalité des chances. Donc ça, ce sont des travaux, je dirais, statistiques. Je vais maintenant parler d'une autre tradition qui vient des États-Unis, qui est une tradition plus philosophique. En particulier, en 71, paraît un livre important d'un professeur d'Harvard qui s'appelle John Rawls, The Theory of Justice, la théorie de la justice. Et John Rawls va défendre explicitement une philosophie d'égalité des chances. Donc là, le but de la société est véritablement de faire en sorte que chacun ait une liberté maximale, et chacun, non seulement une liberté maximale, mais cette liberté doit être égale. Et John Rawls ne traduit pas en termes de chance, il traduit en termes d'ensemble d'opportunités. Les opportunités qui s'ouvrent à chacun au début de sa vie doivent être égales dans différents domaines, dans le domaine économique, dans le domaine politique par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, et je dirais d'une manière plus générale, dans le domaine de l'épanouissement personnel. Ce qui est important de voir, c'est que cette philosophie d'égalité des chances va, je dirais, s'opposer à celle de l'égalité des résultats, qui est plutôt portée par une tradition marxiste. La tradition marxiste va s'intéresser à savoir si les salaires, les revenus, les patrimoines, la richesse, etc., sont relativement semblables, et à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les individus d'une même société. C'est un peu une vision a posteriori, après. Alors que l'inégalité des chances, c'est une vision plutôt avant, on pourrait dire ex ante, qui est au début du processus, en disant, est-ce que vous allez avoir les mêmes chances? Est-ce que vous avez le même ensemble d'opportunités? Et si, par hasard, si chacun avait les mêmes chances de devenir, d'occuper les mêmes métiers, il y en aurait bien certains qui occuperaient des postes élevés et d'autres des postes plus subalternes. Eh bien, selon la théorie de l'égalité des chances, s'il y a égalité des opportunités au départ, des gens ont fait des choix différents, des gens ont peut-être des goûts différents, et donc ça doit être respecté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a respecté l'égalité des chances, une fois que l'égalité des chances est établie,
il n'y a plus de restrictions sur les différences de conditions de vie à l'arrivée, a posteriori. Et donc ça fait effectivement une différence importante entre, je dirais, l'égalitarisme qui vient du socialisme et cet égalitarisme porté par l'égalité des chances, par une école philosophique aux États-Unis. Alors évidemment, si on n'a pas égalité des chances, certainement on n'aura jamais l'égalité des conditions de vie. Donc on peut dire que l'égalité des chances est une condition nécessaire de l'égalité des conditions de vie. Alors une question qu'on peut se poser, et je me suis posé avec des économistes de Marseille, Olivier Chanel, Stéphane Lucchini et Myriam Techel, question de savoir si les gens adhéraient à l'égalité des chances plutôt qu'à l'égalité des résultats. Et on a monté une expérience de sciences sociales. On a réuni à peu près 4 groupes de 100 personnes à chaque fois pour participer à un petit jeu de révélation, quelles étaient les préférences éthiques de chacun. En particulier, est-ce que les gens penchaient plutôt vers l'égalité des résultats ou vers l'égalité des chances. Et sur ces 400 personnes, il y avait quand même, grosso modo, à peu près la moitié des gens qui adhéraient plus ou moins à la philosophie d'égalité des chances, alors qu'il y avait un quart des gens qui étaient, eux, plus portés spontanément à soutenir l'égalité des résultats dans le cadre de cette expérience. C'est pour dire que l'égalité des chances représente quand même un courant qui est en adéquation avec ce que les gens pensent, avec une partie de ce que les gens pensent. Ce n'est pas la totalité. Il y a des gens qui sont des purs libéraux, qui ne veulent pas du tout intervenir sur le destin des individus. Il y a des gens qui veulent égaliser complètement les destins des individus. Il y a des gens qui veulent que les ensembles des chances, les ensembles des opportunités soient les mêmes. Donc voilà, il y a effectivement un groupe pas négligeable de gens qui adhèrent à la philosophie d'égalité des chances. La famille est le principal obstacle à l'égalité des chances. Alors je parle bien ici pour les sociétés d'Europe occidentale et des États-Unis, dans les sociétés de l'Ouest. Eh bien, c'est la famille qui reste un obstacle très important. Et je ne vais en prendre qu'un exemple, c'est qu'avec des collègues, Arnaud Lefranc et Hélène Leforner, on travaille sur la Suède. Pourquoi la Suède? Parce que la Suède est un pays où il y a une très faible inégalité, et en particulier une égalité des chances qui est très réduite également. Eh bien, on a été capable d'établir, en regardant des données administratives qui portent sur toute la population suédoise, que malgré tout, dans les décennies individuelles, le fait que vous sortiez d'un milieu, d'une famille, et donc c'est pas simplement d'un milieu social, mais d'une famille donnée, eh bien ça conditionne 30 à 40% de votre trajectoire salariale. C'est-à-dire qu'il y a 30 à 40% de la trajectoire salariale qui sont dus à le milieu d'origine, le fait que votre père, mère aient telle occupation, telle profession, qu'ils aient tel diplôme, que vous habitiez telle région, mais aussi qui vous ait donné l'éducation, qui est votre éducation, que vous ayez des frères et des sœurs qui avaient eux aussi des trajectoires qu'on observe sur le marché du travail. Donc tout ceci, quand on prend toutes ces caractéristiques qui vous ont marqué depuis votre petite enfance, eh bien ça peut représenter, dans un des pays les plus égalitaires du monde, ça peut représenter 30 à 40%. Donc c'est absolument considérable. Cette fabrique d'inégalité qu'est la famille, eh bien, elle repose sur le fait que les parents, non seulement ils veulent le meilleur pour leurs enfants, ce qui peut se comprendre, mais ils veulent aussi, quelque part, que leurs enfants puissent réussir peut-être un peu mieux que les autres. Donc il y a, quelque part, une demande de privilège de la part des parents, non pas forcément pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants, parce que leurs enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher. Ça représente un formidable obstacle pour l'égalité des chances. Alors comment peut-on circonvenir ce rôle de la famille? Je vais employer un très gros mot, mais qui n'est pas du tout péjoratif, c'est le mot de collectivisme. C'est le fait que si on comprend ce que c'est que l'objectif d'égalité des chances et si on comprend que la famille est un obstacle important, l'idée c'est de faire en sorte que les enfants qui ne trouvent pas leur chance au sein de la famille puissent trouver des chances ailleurs. Et qu'il y ait des structures collectives qui donnent des chances, en particulier en matière éducative. C'est bien pour ça que la Troisième République, qui a poursuivi
le projet de la première a été d'établir une école gratuite et obligatoire, et qui est maintenant gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, pour faire en sorte que tous les Français, tous les petits Français, aient accès, a priori, aux mêmes conditions en termes scolaires, aux mêmes professeurs, aux mêmes programmes, que ce soit le même programme partout. Ça, c'était vraiment le programme d'égalité des chances. Alors, évidemment, les choses ne sont jamais aussi simples qu'on pourrait croire. Même si on a cette égalité d'accès, eh bien, le fait que les écoles ne soient pas situées toutes dans le même quartier, que le quartier ne soit pas homogène, le fait qu'il y ait, je dirais, une sorte de ségrégation sociale au sein des villes, ça crée forcément des différences de niveau entre les écoles. Il y a donc des écoles qui sont plus réputées que d'autres, où on va pouvoir poursuivre une scolarité de meilleure qualité. Et donc, même à l'intérieur d'un système très unifié tel que l'éducation nationale française, il y a justement des différences qu'avaient déjà notées Bourdieu et Passeron. Quand je parle de collectivisme, je veux dire c'est quand même une forme, c'est une éducation gratuite et collective. On ne laisse pas les parents choisir le précepteur pour leurs enfants. C'est la même chose pour la santé. C'est un système de soins presque gratuit pour l'ensemble de la population. Ce sont des transports collectifs. Il y a le logement social. Le logement social d'après-guerre, c'est de dire, eh bien, 70% de la population française pourra avoir accès au logement social. Et donc, c'est faire en sorte que, justement, que les conditions de vie ne soient pas trop différentes entre les élèves de familles de milieux différents, s'ils sont tous logés dans le logement social. Donc, on voit bien que c'est quand même des emprunts à une idéologie collective qui peuvent réduire l'inégalité des chances. La France est un pays un peu du milieu. C'est un pays un peu intermédiaire entre les pays méditerranéens, les pays d'Europe continentale, entre, je dirais, les États-Unis, où il y a une grande inégalité des chances, non seulement à cause de la condition raciale, de la longue opposition noir-blanc, mais aussi pour d'autres raisons, par exemple le paiement de frais d'inscription très élevés dans l'enseignement supérieur, le système de santé, etc. Enfin, évidemment, il n'y a pas de restriction d'accès, mais évidemment, quand vous mettez les droits d'inscription à l'entrée à l'université à 70 000 €, ça crée forcément des inégalités. À l'autre extrême, je parlerai des pays, non seulement de la Suède, mais des pays scandinaves. Le Canada, il y a quelque chose d'autre qu'il faut souligner, c'est que les observations statistiques ont montré qu'il y avait un lien positif, une sorte de corrélation positive entre l'égalité des chances et l'égalité des résultats. C'est-à-dire que si on est plus égalitaire en résultats, eh bien, on est aussi plus égalitaire en égalité des chances. Il se trouve que pour la France, eh bien, la France a plutôt des bons résultats en termes d'égalité des résultats. C'est-à-dire que si on regarde par exemple le taux de pauvreté, il est plutôt inférieur à celui d'Allemagne, de la Grande-Bretagne et même de la Suède. Et en termes d'égalité des chances, la France est plutôt un cran en dessous. Si on revient aux objectifs de la Révolution française, eh bien, la France, par rapport à son programme, qui est inscrit au fronton des mairies, eh bien, il y a encore une démarche de progression importante avant de rejoindre les meilleurs élèves de la classe occidentale.